Gengis Khan, un nom qui claque, un nom qui évoque immédiatement des images de conquête totale, de hordes de cavaliers déferlant sur les steppes et d'un empire si vaste qu'il en défie presque l'imagination. C'est l'histoire d'un seul homme, surgi des confins de l'Asie, qui a littéralement redessiné la carte du monde. Et celle-là, grande question en fait, celle qui nous fascine encore aujourd'hui, comment un jeune garçon qui avait absolument tout perdu a-t-il pu non seulement survivre, mais s'élever au point de commander des millions de personnes et de faire trembler des civilisations entières? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer. Regardez bien ce chiffre, 30 millions de kilomètres carrés. C'est la taille de l'Empire mongol à son apogée. Pour se donner une idée, ça va de la mer du Japon jusqu'à la Méditerranée. C'est une échelle de conquête qui est presque incompréhensible. Et tout ça, ou presque, accompli du vivant d'un seul homme. C'est du jamais vu. Et voilà, on est au cœur de la contradiction du personnage. D'un côté, il est célébré par certains comme l'homme du millénaire, notamment pour avoir connecté l'Est et l'Ouest. Et de l'autre, il est décrit par ceux qui ont subi ses conquêtes comme un tyran d'une cruauté sans nom. Alors qui était-il vraiment? Pour comprendre le conquérant, il faut d'abord connaître l'enfant. Et son histoire, croyez-moi, elle ne commence pas au sommet du pouvoir, mais tout en bas, dans la plus profonde misère. Il est donc né sous le nom de Temujin. Son père, Yesudje, était un chef de clan plutôt respecté. Et la légende raconte que, dès sa naissance, il portait un signe. Un cailleux de sang, serré dans son poing, ce qui était vu comme le présage d'un destin immense et surtout d'un destin de sang. Et là, tout s'écroule, de manière aussi brutale que rapide. À 9 ans, à peine 9 ans, son monde bascule. Son père est empoisonné par une tribu rivale. Sa propre tribu, craignant un chef trop jeune, les abandonne purement et simplement à leur sort. Le prince devient un fugitif, obligé de se nourrir de racines et de chasser des rats pour survivre. Et puis, l'humiliation suprême, il est capturé et réduit en esclavage. Mais c'est souvent depuis le point le plus bas que commence l'ascension la plus incroyable. Chaque épreuve, au lieu de le briser, semble l'avoir forgé, l'avoir trempé comme de l'acier. Il finit par s'échapper. Il retrouve la femme qui lui était promise, Beurtay, et il commence à peine à reconstruire sa vie. Mais la tragédie le rattrape. Sa femme est kidnappée par des rivaux, les Merkites. C'était une vengeance, en fait, pour un enlèvement que son propre père avait commis des années plus tôt. Cet événement, ça va être le catalyseur de tout. Parce que Temujin ne se contente pas de la sauver. Non, il rassemble ses premiers alliés, il lance une attaque d'une violence absolument inouïe et il anéantit la tribu Merkite. En sauvant sa femme, il a fait bien plus. Il s'est forgé une réputation, celle d'un chef qui ne recule devant rien. Cette vengeance personnelle a allumé en lui une ambition bien plus grande. Unir toutes les tribus mongoles, qui passaient leur temps à se faire la guerre, sous une seule et même bannière. La sienne. Et c'est là qu'on voit son génie, qui n'était pas que militaire, mais aussi politique. Il n'a pas seulement conquis par la force, il a unifié par la réforme. D'abord, le grand Yassa, un code de loi unique pour tout le monde. Fini les querelles de clans. Ensuite, une véritable révolution, la méritocratie. On est promu pour sa compétence et sa loyauté, pas parce qu'on est le fils d'un tel. Et enfin, il a organisé son armée avec une discipline de fer, une organisation quasi mathématique. Et en 1206, c'est la consécration, le point de bascule. Lors d'une grande assemblée, un Kurultai, il est reconnu comme le chef suprême. Temujin, le paria, le fugitif, n'existe plus. Il devient Gengis Khan, le souverain universel. Les Mongols sont désormais une nation. Une fois les Mongols unifiés, Gengis Khan tourne cette nouvelle et terrifiante machine de guerre vers le monde extérieur. Et sa stratégie est d'une simplicité brutale. Il y avait une asymétrie totale entre les deux mondes. D'un côté, les Mongols, une armée de cavaliers nomades, rapides comme le vent, capables de parcourir 100 km par jour. De l'autre, les grands empires sédentaires, avec leurs armées d'infanterie, leurs villes fortifiées, ils étaient lents. Ils n'étaient tout simplement pas préparés à un tel choc. Leur supériorité était multiple. Il y avait les chevaux des steppes, capables de survivre à tout. L'arc composite mongol, une arme d'une puissance dévastatrice qui pouvait percer les armures à distance. Ils étaient aussi très malins. Ils apprenaient et adaptaient les technologies de leurs ennemis comme les engins de siège chinois. Et surtout, ils utilisaient la terreur comme une arme à part entière, en envoyant des espions et en propageant des rumeurs pour démoraliser l'ennemi avant même que la bataille ne commence. La doctrine était d'une clarté terrifiante. Un émissaire était envoyé avec un message simple. Rendez-vous, payez un tribut et on vous laissera en paix. Si vous résistez, attendez-vous à un anéantissement total. Et pour être sûr que le message passe, il laissait souvent quelques survivants s'échapper pour qu'ils aillent raconter l'horreur, semant la peur bien en amont de l'armée. Gengis Khan meurt en 1227, mais son empire, lui, continue de s'étendre. Et c'est là qu'on doit se confronter à son héritage, qui est profondément contradictoire.
40 millions. C'est une estimation, bien sûr, mais c'est le nombre de morts que les conquêtes mongoles auraient causé. Pour donner une échelle, ça pourrait représenter jusqu'à 15% de la population mondiale de l'époque. Le coût humain de la construction de cet empire est tout simplement stupéfiant. Cependant, et c'est l'immense paradoxe, cette destruction a donné naissance à une période de stabilité et de paix sans précédent. Une fois la conquête terminée, un ordre mongol s'est installé. On l'appelle la Pax Mongolica, la paix mongole. C'est fascinant parce que sous le règne de ces barbares, la route de la soie est devenue plus sûre que jamais. Le commerce entre la Chine et l'Europe a littéralement explosé. Ils ont mis en place une tolérance religieuse assez remarquable pour l'époque. Un code de loi unique et un système postal ultra efficace, le YAM, ont unifié cet immense territoire. Pour la première fois de l'histoire, l'Est et l'Ouest étaient vraiment, physiquement, connectés. On en revient donc à la question de départ. Gengis Khan, unificateur ou destructeur, civilisateur ou tyran. La vérité, comme souvent, est complexe. Il était probablement les deux à la fois. Un homme dont la brutalité a ouvert la voie à une nouvelle ère de connexion mondiale. La question qui reste, et qui est sans doute la plus dérangeante, c'est: la fin justifiait-elle les moyens ?